manifestants ont été dispersés par les mercenaires. Vu le silence du gouvernement et la situation qui prévalait aux Comores, il était inadmissible qu'un pays souverain soit sous l'emprise des mercenaires, donc un médiateur devait être trouvé rapidement. C'est ainsi que les grandes amies de Bob Denard, l'Afrique du Sud et la France, devaient mettre fin à leur liaison. Des négociations qui ont duré 2 semaines ont été entamées et finalement Bob Denard a accepté de partir des Comores. À quel prix, nous ne savons rien. D'après les informations que nous avions eues toujours, Bob Denard avait 48 heures pour se préparer à quitter les Comores. Pied, serre mon pied. Je suis de base. À droite, alignement. Coude à droite, alignement. Coude à droite, alignement. Pas de compagnie. Repos. L'État aux Comores, ça vous a surpris? Non, car la situation politique est un peu instable pour l'instant aux Comores, sans aucun doute. Il faut bien voir qu'il s'agit d'une affaire maintenant purement intérieure aux Comores. Les 3 îles de la Grande Comore de Mohéli et d'Anjouan ont déclaré qu'elles étaient unilatéralement indépendantes, et par conséquent, ce qui s'y passe aujourd'hui est une affaire qui ne regarde plus le gouvernement français. L'histoire de la première République fédérale islamique au monde commence par une longue période de troubles politiques marquée par l'arrivée des mercenaires de Bob Denard. Ce sont les hommes qui vous intéressent, je crois que vous en avez en face de vous. En 1989, le président Abdallah est assassiné. L'armée française intervient à Moroni, les mercenaires évacuent l'île en direction de l'Afrique du Sud. Colonel dans l'honneur. Honorablement, vas-y. Demandez. C'est tout. La France a une parole. Elle a bien plu cette fois. Elle a bien plu. Ah, ça c'est autre chose.
Mais l'important, c'est qu'il n'y a pas eu d'effusion de sang. Et surtout de sang. Après le départ de Bob Denard et de sa troupe de mercenaires qui ont si longtemps pesé sur leur destin, voici donc les Comores sur le cap de la démocratie. Mais l'apprentissage risque d'être tumultueux. Un formidable et audacieux pari en tout cas pour les 500 000 habitants de l'archipel qui désespèrent de pouvoir enfin sortir du gouffre économique. Après l'assistance apportée par la France lors de l'assassinat du président Abdallah, une grande partie des troupes françaises ont regagné leur casernement, mais restent prêtes à intervenir en cas de demande, comme les légionnaires de Mayotte qui, avec les éléments de la Marine nationale basés à Dzaoudzi, répètent inlassablement l'ensemble des cas de figure qui pourraient se présenter. Le détachement de la Légion étrangère à Mayotte est implanté sur le rocher de Dzaoudzi et outre ses activités purement militaires, il peut participer à des réalisations dans la région, comme ce fut le cas lors de la construction de la piste d'atterrissage des îles Glorieuses au nord de l'archipel de Mayotte. Mais il est clair qu'en ce moment, les éléments sont plutôt mobilisés sur d'autres tâches. Au niveau des antennes, après l'accrochage, le groupe s'est exquivé en direction des... Le rôle de la Légion à Mayotte, c'est très simple, c'est la manifestation concrète de la souveraineté française sur l'île de Mayotte. Lorsque se produisent des événements comme ils se sont produits il y a peu de temps, est-ce que vous avez un rôle très particulier dans ce cas-là? Bien, dans les événements qui se sont produits il y a peu de temps, je pense que vous connaissez le rôle qu'on a eu, c'est-à-dire qu'on a soutenu l'opération qui s'est déroulée au mois de décembre. C'est pas forcément notre seule mission, nous faisons partie intégralement des forces stationnées dans la zone sud de l'océan Indien, et à ce titre, au même titre que le 2e RPIMA, nous pouvons être amenés à intervenir dans le cadre des accords de défense avec la République fédérale islamique des Comores. Jamais sans doute depuis leur accession à l'indépendance, voici bientôt 15 ans, les Comores n'auront connu une telle frénésie de manifestations, défilés, discours et meetings. Au prix de quelques entorses à la Constitution, taillée à l'époque à sa mesure par l'ancien président assassiné Ahmed Abdallah, le système du parti unique a volé en éclats, permettant ainsi à l'opposition, longtemps bâillonnée, d'élever enfin sa voix au beau milieu d'une campagne inespérée, frappée pour la première fois du sceau du pluralisme. Pas moins de 8 candidats se sont lancés dans la course au présidentiel, parmi lesquels Saïd Johar, le président de la Cour suprême. Propulsé à la tête de l'archipel au lendemain de l'assassinat d'Ahmed Abdallah, il n'a guère éprouvé de difficultés pour trouver sa marque. Chef de l'État par intérim depuis le 26 novembre dernier, il mène campagne sur le thème du changement dans la continuité. Seulement voilà, bien qu'il s'en défende, Papa Joe, comme l'appellent ses partisans, est accusé par l'opposition de faire cause commune avec tout le clan des notables et affairistes de l'ancien régime qui pèsent encore de tout leur poids sur l'appareil de l'État et les rouages de l'administration. Le scrutin avorté du 18 février dernier a fait encore monter la tension. D'un seul bloc, les candidats de l'opposition sont allés réclamer le départ du président intérimaire. Les 7 candidats aux élections présidentielles de ce jour viennent de rencontrer le candidat président intérimaire pour lui demander, devant les manifestations frauduleuses dûment constatées par toute la population, d'annuler ces élections. Nous lui avons également demandé de démissionner parce que le président intérimaire a failli à sa tâche, à son devoir. Les Comores devaient saisir une opportunité pour enfin retrouver sa crédibilité. Le gouvernement actuel le refuse. Des déclarations qui traduisent bien le climat de confusion qui a suivi l'annulation des opérations de vote. On a même vu cette scène insolite à Moroni. Pour protester contre les irrégularités du scrutin, des jeunes se sont emparés des urnes dans certains bureaux de vote avant de manifester dans les rues de la capitale. Un dérapage qui s'explique sans doute en partie par l'empressement du gouvernement à fixer l'échéance des présidentielles dans un délai aussi court. C'est l'opposition qui a voulu précipiter les choses, réplique le ministre de l'Intérieur.
En tout cas, nous allons faire le maximum, parce qu'il faudrait quand même essayer de nous repêcher, de montrer aux yeux du public que la volonté que nous avons manifestée jusqu'ici, nous, le gouvernement, je vais dire, nous voulons la tenir jusqu'au bout. Montrer que nous avons la ferme volonté de vouloir tenir des élections démocratiques, des élections libres, et que le Comorien puisse avoir accéder à cette chance qui leur est offerte pour choisir librement et démocratiquement la personne, le magistrat suprême qui dirigerait leur destinée. Est-ce que vous estimez qu'on a un petit peu péché par anticipation ou par précipitation pour ce scrutin? Peut-être non, vous auriez pu prendre le temps d'organiser de façon plus régulière le scrutin, matériellement parlant? C'est très possible, mais nous sommes victimes de notre vouloir trop bien faire. Nous avons été sollicités par l'opposition, il y a eu la pression de l'opposition qui voulait que nous tenions les élections le plus rapidement possible. Et comme nous n'avions aucune raison de les retarder, pour ne pas montrer que nous voulions nous maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, nous avons accédé à cette demande, à cette pression, et on a précipité la tenue des élections. Mais maintenant, bon, je ne décline pas la responsabilité, je l'assume, mais je sais que l'opposition a une très grosse part de responsabilité quant à la tenue précipitée de ces élections. Et nous sommes victimes de notre vouloir trop bien faire. Aujourd'hui, pour le deuxième tour de ces élections, les 280 000 électeurs de Grande Comore, Anjouan et Mohéli devront choisir entre les deux candidats restés en lice, Saïd Johar, le président intérimaire, et Mohamed Taki, l'ex-président de l'Assemblée fédérale comorienne, leader de l'Union nationale pour la démocratie aux Comores. Je crois que les Comores sont complètement détruites. Il faudra les redresser dans tous les domaines. Bon, bien entendu, il y a des priorités, comme la fonction publique. Il faudrait qu'il y ait un État d'abord, qu'il en soit un à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis ensuite vient l'enclavement, l'alimentation en eau de la population, l'électrification du pays. Je crois que ce sont trois priorités qui viennent après le redressement de l'État. Au cœur des débats, il y a enfin le problème de Mayotte. Mayotte qui a choisi de rompre les amarres avec les trois autres îles de l'archipel au lendemain du référendum d'autodétermination de février 1976. Les autorités comoriennes n'ont jamais admis cette séparation et considèrent qu'un jour ou l'autre, l'archipel devra recouvrer son intégrité territoriale. Si tous les candidats sont unanimes sur ce point, il n'en demeure pas moins que tous estiment que les Comores devront donner des gages et que rien ne presse. Moi, j'estime qu'il y a une priorité. Il faut quand même redresser le pays dans les trois. Et puis, rétablir la liberté et la démocratie, et de façon à ne pas effrayer nos frères de Mayotte. Pendant ce temps-là, il faudrait que le gouvernement français essaye d'établir les conditions socio-économiques qui permettraient à Mayotte de réintégrer l'ensemble des autres îles au moment venu. Donc ce serait une réintégration en douceur, par étapes. Si vous voulez. Je crois que ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie est une bonne leçon. Ils ont commencé par faire cohabiter les Calédoniens ensemble. Je crois que ça marche. Ça pourrait s'envisager pour Mayotte et l'ensemble des trois autres îles. Est-ce que vous avez le sentiment que les Mahorais seraient prêts à jouer ce jeu-là? Si la France le veut, oui. Tout dépend de la France. Absolument. Le problème entre Mayotte et nous, c'est un problème franco-comorien. C'est la France. C'est Paris qui tient les ficelles. Absolument, oui. Comores connaîtront 17 coups d'État en 20 ans. En 1995, le président Johar est à son tour renversé par Bob Denard. La nouvelle Afrique du Sud de Nelson Mandela demande à la France d'intervenir. C'est la fin de l'aventure comorienne pour les affreux de Bob Denard. Menée par les militaires français destinés à rétablir la légalité constitutionnelle aux Comores a donc été déclenchée tôt ce matin, faisant au moins 3 morts chez les rebelles et par ailleurs plusieurs blessés plus ou moins gravement atteints, dont 2 journalistes, un photographe de l'agence Sigma et un confrère de l'hebdomadaire français VSD. Selon Charles Millon, ministre de la Défense, aucune perte n'est à déplorer côté militaire lors de l'intervention des forces spéciales. Le récit de cette journée avec notre correspondant à Moroni, Kamel Eddine Sindou. C'est à
partir de l'ambassade de France où il s'était réfugié depuis la décision du président Djouar la semaine dernière que le Premier ministre comorien s'est déclaré, je cite, président par intérim en vertu de la Constitution. Moins d'une heure après cette intervention, un gouvernement d'union nationale composé d'une douzaine de membres représentant les partis qui ont condamné le putsch de jeudi dernier a été formé. L'Outima qui a demandé le départ de Bobdenar hier, ralliant ainsi la position du forum, ne figure pas dans cette nouvelle équipe. La déclaration de Kambi et Lachourti n'a donné aucune précision sur le sort du président Djouar, qui était jusqu'à ce matin dans les mains des mercenaires. Sur le terrain, la situation reste incertaine. Après l'opération Azalé, le nom de code de l'intervention de ce matin, les putschistes au nombre de 700 hommes contrôlent toujours le camp de Kandahani. Certaines informations indiquent l'existence d'autres camps installés à travers l'île. Les troupes françaises, environ 600 hommes, appuyés par 4 Pumas, 2 Transal, un DC-8 et 3 bâtiments navals, s'apprêtent à lancer un dernier assaut sur le retranchement des mercenaires, sans doute cette nuit. On a constaté des rotations qui confirmaient qu'une opération militaire était en train de se déclencher sur les Comores. Cette opération appelée Azalé a engagé 750 hommes sur le terrain. Elle est destinée à rétablir la légalité constitutionnelle aux Comores après le coup d'État du mercenaire français Bobdenar. Nous avons reçu l'ordre de déployer les renforts et de regrouper les moyens pour faire l'opération proprement dite. Nous avons reçu cet ordre vendredi soir. Et donc il a fallu acheminer 600 hommes, plus les 150 hommes qui se trouvaient déjà à Mayotte, depuis la France, depuis Djibouti, depuis la Réunion. Le total des forces a été déployé en 72 heures, tout était prêt dès lundi soir. Selon l'AFP, l'agence France-Presse, le général Germanos a confirmé qu'il n'y avait ni blessés ni tués du côté militaire français. Le Premier ministre de la République fédérale islamique des Comores, Kambi El Yachourti, réfugié depuis le début du coup d'État à l'ambassade de France, avait demandé à la France de faire jouer l'accord de défense mutuelle pour investir Bobdenar et ses hommes. Et comme tous les mercredis, il y avait aujourd'hui Conseil des ministres à Paris. À la sortie de l'Élysée, Marie Guyard de RFO Paris a pu rencontrer Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères, très ferme sur la position française aux Comores. Nous l'écoutons. On est intervenu aux Comores cette nuit à la demande du Premier ministre comorien pour mettre fin à une agression extérieure organisée par des mercenaires. Vous savez que cette agression a été condamnée par l'ensemble du monde, par le Conseil de sécurité, par l'Organisation de l'Unité africaine, par un très grand nombre de pays africains. Vous savez aussi qu'un accord de défense datant de 1978 nous lie aux Comores en cas d'agression extérieure. Les opinions publiques africaines sont extrêmement sensibles à tout ce qui concerne la sauvegarde de l'état de droit en Afrique et dans l'ensemble du monde. Et la France ne pouvait pas se dérober à ses obligations internationales. Les opérations se poursuivent. Et est-ce qu'il s'agit de rétablir le régime intérieur? Ce qui concerne la vie politique intérieure des Comores regarde le peuple comorien. Bobdenar est sous l'emprise d'un mandat d'arrêt international. Vous savez qu'il était sous contrôle judiciaire en France. Nous avons émis un mandat d'arrêt international et par conséquent la destination de M. Bobdenar, c'est d'être remis entre les mains de la justice française. Nous avons saisi les autorités comoriennes de ce sujet. Et puis dans le cadre des questions d'actualité du mercredi à l'Assemblée nationale, le député de Mayotte, Henri Jean-Baptiste, est intervenu cet après-midi pour avoir un éclaircissement sur la situation aux Comores. À la question du député, réponse du ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette. Un peu plus le clou. Aujourd'hui, nous observons sans mais avec quelque appréhension l'évolution de la situation de l'archipel comorien. Il est évident en effet que les risques de déstabilisation dans la région demeurent. Ils peuvent à tout moment se traduire par des mouvements importants de population et de réfugiés. Autre question, de quels appuis, de quel soutien, de quelle complaisance peut-être Bobdenar et ses hommes ont-ils pu bénéficier? Enfin et surtout, nous n'échapperons pas, me semble-t-il, à la redoutable alternative que dans un récent éditorial intitulé « Triste Comores », Le journal Le Monde évoquait en ces termes: faut-il rétablir un régime impopulaire? Peut-on tolérer le coup de force d'un mercenaire? La question, j'en conviens, n'est pas simple.
le Premier ministre a constaté l'empêchement du président d'exercer ses fonctions conformément à la Constitution comorienne. En foi de quoi il assume les responsabilités suprêmes du pays. Dans cette fonction, il a demandé à la France d'appliquer l'accord de défense qui lie nos deux pays depuis 1978 et qui prévoit la possibilité, le devoir pour la France d'intervenir en cas d'agression extérieure. C'est ce qui a été décidé et qui a été réalisé depuis cette nuit, minuit, heure française. 1 millier de soldats français sont arrivés et ont commencé de prendre les positions nécessaires de façon à répondre à la demande des autorités légales du pays. Nos confrères de TF1 ont réussi à joindre par téléphone Bob Denard en direct dans leur journal de 13 h. Même si nous ne connaissons toujours pas ses motivations, ni les raisons qui l'ont poussé à revenir aux Comores, même s'il se déclare comorien de cœur, le mercenaire a apporté un certain nombre d'informations quant à la journée d'aujourd'hui et sur le mandat d'arrêt international pris à son encontre, comme l'a précisé Hervé de Charette il y a quelques instants. Extrait de cette conversation par téléphone entre Bob Denard et TF1. Je pense que M. Hervé de Charette occupe des fonctions au gouvernement français qui lui permettent de prendre des décisions. S'il estime que ce sera la justice de juger, je pense que là, si le garde des Sceaux avait dit ça, je l'aurais mieux compris. Mais puisque M. de Charette l'annonce, je n'ai pas l'intention de me soustraire. La dernière fois, je suis rentré pour me présenter devant la justice de mon pays. Je ferai la même chose cette fois. Je n'ai pas besoin de mandats internationaux, d'un droit d'arrêt internationaux pour me présenter devant la justice de mon pays. Je suis fier d'être français, beaucoup moins en ce moment, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, ou plutôt je comprends trop bien. S'il y a des cadavres dans le placard aux Comores, entre la France et les Comores, et qu'on ne veut pas qu'on les découvre, alors moi, excusez-moi, mais il faudra bien qu'on s'explique. Je ne suis pas surpris, mais écœuré, oui, quand même, parce que qu'on se serve de l'armée française pour venir remettre en place, remettre au pouvoir des escrocs, je trouve que c'est un peu gros pour la patrie des droits de l'homme. Je crois que le président Jouard est bien connu pour toutes ces magouilles. Tout le monde sourit parce que la Constitution ne prévoit pas tout ça. Alors je peux vous dire, je l'ai sur mon bureau, la Constitution, et je l'ai lu. Je l'ai fait regarder par un juriste qui a vu que M. Cambi ne pouvait pas normalement être. Mais puisque la France l'impose, les Comoriens l'accepteront, parce que les Comoriens, c'est entre la France et les Comores, avec Mayotte d'un côté, c'est un mariage, comme disait Feu le président Abdallah, c'était le bœuf à 3 pattes. Chaque fois qu'il y a eu un incident, les corps-opérants français étaient un militaire et ils ont été amenés au camp, ils ont été aussitôt relâchés. Il y en a un qui a eu un malaise cardiaque et aussitôt notre docteur l'a soigné et l'a conduit à l'ambassade de France. Non, je ne vous en dis pas de parano, nous sommes des soldats nous aussi, même si nous sommes des soldats de fortune. Par ailleurs, le général Germanos, chef du cabinet militaire du ministre de la Défense Charles Millon, a assuré que les services de renseignement français n'étaient pas au courant de la préparation du coup d'État mené par Bob Denard. Du côté de l'ambassade des Comores à Paris, cette fois, tout ceci a entraîné une réaction sur le terrain plus politique. On est à 5 mois des échéances présidentielles. Ce coup avait pour objectif aussi d'entraver, de bloquer le processus démocratique en cours et d'imposer un régime dictatorial, mercenarial, qui serait à la solde de je ne sais de qui, peut-être la solde de M. Bob Denard. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y ait des hommes politiques comoriens de l'opposition qui ont prétendu, comme quoi ils étaient des démocrates, qui ont quand même essayé de jouer avec le feu. Bob Denard était au Comores, il a servi M. Ahmed Abdallah et il a fini par le tuer. Et ces gens-là qui ont voulu jouer encore avec le feu, nous on s'étonne. On s'étonne vraiment qu'il y ait encore un Comorien qui a vu tous les massacres que Bob Denard a fait au Comores, tout le mal qu'il a fait, toute l'humiliation qu'il a infligée au pays, et qu'ils essaient encore de jouer avec lui. Dans un communiqué de presse, l'ambassade des Comores à Paris se félicite par ailleurs de l'intervention militaire de la France en accord avec les engagements bilatéraux pris en 1978 et exprime, je cite, son soulagement et sa gratitude envers la France.
À Mayotte, à présent, il nous a paru intéressant ici à la rédaction de recueillir des réactions. Nous commençons par le président Bamana, ami intime du président Johar. Il fut en effet son premier directeur d'école lorsque celui-ci était instituteur. Je ne pense pas, ça n'engage que moi, qu'ils vont le remettre en scène. Je ne pense pas. Parce que celui que j'ai vu à la télé hier, Mohamed Taki, était le candidat malheureux contre Johar. Et il est passé à Mayotte avant d'aller à Métropole. Il m'avait dit, j'avais gagné les élections, on m'a volé et je me vengerai un jour. Ce qui se passe aux Comores me rend malheureux. J'ai connu, j'étais député là-bas des années et des années, une population affable, très courtoise. J'ai connu tous les anciens là. Ils sont de ma promotion, Taki et les autres. Hein? On s'amusait comme des petits fous à l'Assemblée territoriale, n'est-ce pas, à Moroni, comme à Fombouni, partout. Et voir ce qui se passe maintenant, avec, pour moi, aucun espoir de rétablir la situation. Pour ce qui concerne Johar, ma crainte, moi, c'est que lorsqu'il sera vraiment encerclé à Kanzani et tout, il ne quittera pas les lieux comme ça. Il supprimera mon directeur. Il le supprimera. Ces gens-là n'ont pas de cœur. Mon sentiment, d'abord, c'est que les autorités françaises on a l'impression qu'ils déclarent une chose et font exactement le contraire. Pourquoi est-ce que la France a finalement décidé d'intervenir? Probablement, enfin je ne m'avance pas beaucoup, hein, probablement parce que les événements ne se sont pas déroulés tels que l'escomptaient les autorités françaises. Dans l'esprit des putschistes, les mercenaires devaient quitter le pays une fois leur besogne accomplie. Or, on constate que non seulement ils ne sont pas partis, mais ils ont même appelé des renforts. Deuxièmement, il y a l'accueil de la population. Probablement, les putschistes espéraient que Bob Denard allait être accueilli en libérateur comme en 1978. Or, c'est juste l'inverse qui s'est produit. Et puis, il y a également les réactions internationales. La France intervient, selon vous, c'est pour faire quoi? Pour libérer Johar, pour le remettre au pouvoir? La France devra tenir compte de cette position, aussi bien des partis du Forum que de l'opinion publique en général, qui ne veulent en aucun cas un retour de Johar au pouvoir. Tant que la France essaiera par tous les moyens de contrôler tout ce qui se passe ici, il n'y aura jamais de stabilité. Voilà, pour être tout à fait complet, sachez que nous avons également sollicité une réaction du RPR, mais M. Mansour Kamardine est actuellement en mission à l'île Maurice. Ismaël Saïd Combo, bonsoir. Même si nous sommes physiquement donc coupés du théâtre de ces opérations, on peut en tout cas déjà tirer ce soir quelques enseignements de la situation. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est comparable à la situation que nous avons déjà connue en 89 ? Eh bien, certains observateurs trouvent dans ce qui se déroule actuellement à Moroni un bis repetita du même scénario qu'en 1989 et qui avait occasionné le départ, souvenez-vous, de Bob Denard et ses proches collaborateurs. Or, la situation qui se présente aujourd'hui est diamétralement opposée, en tout cas différente. En 1989, pour être tout à fait clair, il y avait une armée régulière et tous les partis politiques exigeaient le départ des mercenaires après l'assassinat du président Ahmed Abdallah Abdelrahman. Il y a eu une négociation entre la France et les mercenaires. Bob Denard était parti. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Au lieu d'une armée régulière, c'est plutôt des rebelles qui se sont ralliés aux mercenaires, tels que le capitaine Combo et ses hommes. Par ailleurs, la configuration politique, elle aussi, est différente. Alors qu'en 1989, l'ensemble des partis politiques désavouaient Bob Denard, aujourd'hui, au contraire, un certain nombre d'entre eux, notamment l'UNDC, l'Union nationale pour la démocratie aux Comores de Mohamed Taki, et le parti Chouma de Saïd Ali Kemal, se sont mis avec les mercenaires. Bref, le scénario d'aujourd'hui, loin d'être une répétition de l'histoire, ressemble certes aux événements de 89, mais il faut rester très prudent. Les deux événements sont similaires pour la forme, mais très différents pour le fond. Ismaël, le Premier ministre français Alain Juppé avait déclaré la semaine dernière que la France n'interviendrait pas. Elle l'a fait, alors pourquoi?
Eh bien, pour trois raisons, Dominique. La première, l'intervention de la France a été déclenchée à la demande du Premier ministre Kambi Eliashoutoui en application de l'accord de défense franco-comorien du 10 novembre 1978, comme l'a rappelé à juste titre d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, nous l'avons entendu. D'autre part, la France ne voulait pas laisser croire qu'elle manipulait Bob Denard et s'en est démarqué complètement à travers du reste de cette intervention. Charles Millon, de son côté, ministre de la Défense, a annoncé que Bob Denard sera jugé en France pour ses actions aux Comores. Et enfin, troisième raison, la France voulait réaffirmer sa détermination vis-à-vis des autres pays africains dans sa gestion des affaires étrangères. Enfin, le rétablissement donc apparent peut-être en cours de l'ordre démocratique aux Comores est-il de bon augure pour le bon déroulement des élections présidentielles prévues dans quelques mois? Eh bien, la déclaration qui nous est parvenue par télécopie du reste à l'AFP, l'agence France Presse, il a nommé le Premier ministre comorien, Kambi Eliashoutoui, a nommé par décret M. Atoumane Bouanaïssa, secrétaire général du gouvernement. Le Premier ministre comorien a indiqué par ailleurs que ce gouvernement a été formé en accord avec 13 formations politiques de l'archipel. Il faut également préciser qu'on attend de lui qu'il organise dans les prochains mois des élections présidentielles, démocratiques et libres, bien entendu. Ismaël, merci pour toutes ces dernières précisions. Une toute dernière dépêche avant de refermer cette édition, une dépêche qui nous vient de l'agence France Presse toujours. Le mercenaire français Bob Denard a démenti ce soir s'être rendu aux forces spéciales françaises qui sont arrivées sans ouvrir le feu à l'entrée du camp militaire où il s'est réfugié. Je prends connaissance de cette dépêche avec vous. Joint par l'AFP dans son bureau dans le camp militaire de Kandani au nord de Moroni, le chef des putschistes a déclaré « Nous en sommes toujours au même point, nous continuons à négocier. Je ne suis pas rendu, c'est le stand-by. Nous verrons demain, ce soir, je suis fatigué ». Il n'a en revanche pas démenti, sans toutefois accepter de confirmer l'information, avoir remis à l'ambassade de France à Moroni le président Mohamed Saïd Johar, qu'il avait capturé, souvenez-vous, à la tête de ses hommes dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Enfin, à Paris, le général Germanos a annoncé que M. Johar avait bien été libéré et se trouvait, lui, dans l'enceinte de l'ambassade à l'autre bout de la ville. 15 heures de Bob Denard. Un seul titre et 7 images, celle de ce puma de l'armée française que vous distinguez dans la pénombre au bout du parking de l'aéroport. Il s'est posé à Mayotte vers 17h45 en provenance de la piste désaffectée d'Itsamouni à Moroni, avec à son bord le célèbre mercenaire selon une source officielle parisienne. Par ailleurs, toujours selon cette même source, Bob Denard devrait quitter Mayotte ce soir à bord d'un Transal pour allier vraisemblablement la Réunion avant Paris. Le calme est donc revenu à Moroni où les militaires français contrôlent l'ensemble de la situation ce soir. À 15 h, comme annoncé, Bob Denard et ses hommes se sont rendus et ont été arrêtés par l'armée française à la sortie du camp militaire de Kandani où ils étaient retranchés depuis jeudi dernier après leur coup de force. Les détails de cette journée et de cette reddition avec notre correspondant sur place à Moroni, Kamel Eddin Sindou. Le dernier baroud d'honneur de Bob Denard a pris fin cet après-midi aux Comores. Il aura fallu plus de 12 heures de négociations et un ultimatum pour résoudre le célèbre mercenaire à se rendre. On ignore encore les conditions exigées par l'auteur du coup d'État de la semaine dernière pour sa reddition. On sait tout simplement que Gilbert Bourgeot, alias Bob Denard, avait demandé une sortie honorable pour lui-même et il a garanti que les soldats comoriens qui ont partagé avec lui cette opération ne soient pas arrêtés. Pour la première condition, Bob Denard a quitté le camp de Kandani sans menottes. Le général commandant l'opération Azalé est venu lui-même récupérer le mercenaire, parti donc à bord d'un hélicoptère Puma. Les autres insurgés ont été conduits vers d'autres camps encore non précisés. Pour l'instant, aucune déclaration n'a été enregistrée de la part des autorités politiques. 6 jours après le coup d'État du 28 septembre, une chose est sûre, la physionomie du pouvoir a changé à Moroni. Le Premier ministre comorien et président par intérim autoproclamé Kambi Eliashoutoui a réaffirmé aujourd'hui à la radio comorienne l'octroi d'une amnistie totale à tous les soldats comoriens qui s'étaient ralliés au coup d'État du 28 septembre. Ce soir encore, et malgré sa reddition et le fait qu'il sera jugé en France, comme l'avait annoncé hier le ministre de la Défense Charles Millon, on s'interroge sur les véritables motivations de Bob Denard, qui, je vous le rappelle, a 66 ans.
Patrick Poivre d'Arvor a essayé dans son journal, en direct, d'en savoir un peu plus sur cette fameuse dette d'honneur du mercenaire. Nous les écoutons. Je me souviens de notre dernier entretien lorsque nous nous étions parlé, c'était le 5 avril 1993. Vous nous aviez dit à ce moment-là, c'est fini pour moi, je ne vais pas reprendre de service, j'ai 64 ans, c'est le temps de prendre ma retraite. Et finalement, vous n'avez pas pu vous empêcher de retourner sur le terrain. C'est pas aussi simple que ça. Quand on sort de prison, on se dit qu'on n'a pas envie d'y revenir. Et puis ensuite, on est pris par ses engagements, on est pris par une dette d'honneur. Et je crois que ça, il faut la payer. Maintenant, je vais la payer, bien sûr, mais voilà, je n'ai pas de regrets. Sinon, je serais resté chez moi. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas admettre. Alors bon, voilà. Qu'est-ce que vous appelez dette d'honneur? En l'occurrence, il s'agissait de sortir un de vos amis de prison? Bon, c'est pas un de mes amis, c'était des hommes qui étaient que nous avons formés, que nous avons éduqués, je dirais même, et qui sont des officiers maintenant et qui étaient prisonniers dans des cellules infectes, quoi. Je crois qu'ensuite ils ont été transférés, mais à force de... Ils sont quand même passés 2 ans dans des cachots. Alors bon, je crois qu'il fallait pas... On ne peut pas admettre ça, et je leur ai promis de revenir. Bob Denard va donc maintenant payer sa dette d'honneur. Avant d'aller plus loin, je vous propose de retourner en arrière sur la journée d'hier avec les images du déroulement de l'intervention des forces spéciales militaires à Moroni. Le reportage est réalisé par nos confrères de TF1. Un balai de Transal déchire l'aube tropicale. Il s'est passé quelque chose à Moroni. À 5 h du matin, tous les habitants sont sur le pas de leur porte. La radio a déjà diffusé la nouvelle de l'intervention française. Une Jeep immobilisée au milieu de la route de l'aéroport, quelques silhouettes une centaine de mètres en avant, mercenaires ou soldats français, ils nous interdisent d'approcher et emmènent un prisonnier. En fait, ce sont les 40 commandos de marine qui, à minuit, ont débarqué de la frégate Floréal pour s'emparer de l'aéroport. Ils ont été récupérés Nous avons pris l'aéroport d'Aria cette nuit et donc il est complètement contrôlé par l'armée française. Il y a eu des combats toute la nuit, on a fait 9 prisonniers et là donc il y a eu des combats au Carrefour, on a eu 2 extrêmes urgences, une urgence chez les mercenaires. Dites à tout le monde d'évacuer les huttes et de se rassembler dans le village. Et ensuite, une fois qu'ils sont tous dans le village, vous les mettez sur la plage. C'est compris? Oui, compris. Ça risque de tirer encore. Vous mettez vos gens sur la plage. Dans la nuit, les murs de Moroni se sont couverts d'inscriptions anti-françaises. L'intervention est très mal accueillie. L'armée comorienne, encadrée par les mercenaires, s'y attendait pourtant. Elle s'est battue aux alentours de l'ambassade de France où 2 journalistes ont été blessés. Des commandos français ont également investi ce quartier dans la nuit, s'emparant du second aéroport de Moroni. Sur l'aéroport principal de Moroni, l'opération Azalée monte en régime. Un avion toutes les demi-heures. Légionnaires, marsouins ou commandos, ils sont venus de Djibouti et de Mayotte et croisent sur le tarmac les prisonniers faits dans la nuit. Près de 500 soldats sont déjà arrivés aux Comores. C'est l'intervention la plus massive de l'armée française sur l'archipel. Pour quel usage politique? La question reste posée. Voilà donc pour le film de la journée d'hier. Au total, l'opération Azalée aura donc fait 4 morts chez les rebelles comoriens et une dizaine de blessés selon un bilan provisoire établi par l'armée française qui ne compte, elle, aucune victime dans ses rangs. Bonsoir, alors le coup d'État donc a échoué manifestement. Où en est-on ce soir au plan de la politique intérieure maintenant aux Comores? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les accords de défense signés en 1978 entre Paris et Moroni ont triomphé. Un nouveau gouvernement d'union nationale de 12 membres a été constitué, c'était hier matin par le Premier ministre comorien Kambi Eliashouti, en sa qualité de président par intérim, ou si vous voulez, en sa qualité de suppléant du président de la République, un titre prévu par la constitution comorienne en cas d'absence, pour une raison ou une autre, du président titulaire. Et pendant toute la durée de l'absence de Johar, ce sera, si Johar est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ce sera Kambi Eliashouti qui le remplacera. Celui-ci a donc constitué un gouvernement, je vous l'ai dit, et dans une déclaration parvenue à l'AFP, il a nommé M. Atoumane Bouanaïssa secrétaire général du gouvernement.
Il a indiqué enfin que ce gouvernement a été formé en accord avec 13 formations politiques majoritaires dans l'archipel. Ismaël, vous avez parlé du président Johar. A-t-on des nouvelles du président ce soir? Oui, le président Saïd Mohamed Johar, pris en otage pendant une semaine par Bob Denard, a été hospitalisé aujourd'hui au centre hospitalier départemental de Saint-Denis à La Réunion. Il est arrivé dans la nuit à bord d'un Transal. Sur place, il doit subir un bilan de santé générale et ne devra quitter l'île de La Réunion que dans 24 ou 48 heures. Des policiers ont été placés en faction devant la porte de sa chambre en médecine. Ils ont pour consigne de ne laisser entrer que les personnes attendues par le président lui-même. Il pourrait quitter l'île de La Réunion dès sa sortie de l'hôpital pour retourner bien sûr aux Comores. Enfin, beaucoup d'observateurs jugent l'escapade, si je puis dire, de Bob Denard pour le moins rocambolesque, pour ne pas dire plus. Qu'en est-il? Effectivement, certains observateurs voient en ce mandat d'arrêt international lancé hier contre Bob Denard une mascarade de la part du gouvernement français. Le peuple comorien aussi, et qui est vigilant, se pose la question. Il l'a exprimé, vous l'avez vu en image hier, par des slogans hostiles à la France. Comment Bob Denard, condamné pour 5 ans avec sursis par la justice française, c'était en 1993, placé en résidence surveillée dans un pays aux puissants services secrets, si je puis dire, mieux encore, en pleine période de l'application du plan Vigipirate, ressenti jusqu'ici à Mayotte, comment donc Bob Denard a pu déjouer ces dispositifs et naviguer à bord d'un cargo jusqu'à Moroni? Des questions justifiées auxquelles on pourrait répondre par une double hypothèse: le non-retour au pouvoir du président Saïd Mohamed Johar et la fin définitive de l'histoire de Bob Denard avec les Comores. Donc peut-être un Bob Denard manipulé, c'est à vérifier. Ismaël, merci en tout cas pour toutes ces explications. Il a pu traverser les mailles du filet de renseignement, tout ça, pour venir ici. D'un côté, bon, on m'arrête, de l'autre côté, on me libère. Et ce sont tous des Français qui m'ont arrêté, bon, des Français qui m'ont libéré. Alors tout ça, vous savez, cette cuisine-là, je ne comprends rien. Constitutionnellement, je suis président encore, mais je ne sais pas. Arrivé au pouvoir, le président Taki, élu en mars 1996, s'empresse de renouer les liens avec la France, qui est, en fait, son premier bailleur de fonds. Je voudrais que chez moi, étant donné que la France a la responsabilité de la défense extérieure, qu'il y ait des éléments sur place en permanence pour dissuader quiconque voudrait nous agresser. Aux Comores, les deux langues officielles sont l'arabe et le français, mais la première république islamique au monde reste partagée entre ses liens traditionnels et l'influence de son environnement islamique. Aux côtés de l'influence grandissante dans la région des pays arabes et des États-Unis, la France joue la carte du soutien économique à condition que les Comores suivent la voie de la démocratie. Nous allons avoir un programme de gouvernance. Un volet, ça va être la création d'un État civil, parce que si on veut rentrer dans l'ère de la démocratie, eh bien, il faut un État civil, notamment pour la mise en place des listes électorales. Et de notre côté, nous allons procéder à la formation des cadres de l'Assemblée fédérale. Ces dernières années, les organismes de coopération ont déserté les Comores. À côté des Nations Unies, il ne reste plus que la communauté européenne et la France. Pourtant, d'autres pays commencent à s'intéresser à l'archipel pour des raisons plus stratégiques qu'économiques. Dans ce pays qui reste l'un des plus pauvres au monde, il y a encore beaucoup à faire.